Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour la fin, mon énorme bilan lecture des 3 derniers mois de novembre à janvier. Dans cette partie 2, je vais présenter tout ce qui est intégrale, série finie et les nouvelles séries que j'ai commencées. Donc la vidéo va être divisée en plusieurs catégories que vous pourrez retrouver en barre de description. Chaque catégorie est classée entre guillemets de ma pire lecture à ma meilleure, même si parfois c'est pas forcément une lecture que je n'ai pas appréciée qui est en dernière position, c'est juste que comparée aux autres, elle ne m'a pas autant plu, donc à voir après ce que je raconte dessus bien sûr, hein, y a quand même certains titres qui ne m'ont pas trop plu. En tout cas, on commence tout de suite avec 2 petites relectures que j'ai faites. Je l'avais dit lors d'une vidéo achat, mais je me suis refait une lecture de Earth Gear avec ses 5 premiers tomes, qui est une série en cours mais qui a eu une grosse pause entre son tome 3 et son tome 4 à cause des problèmes de santé de l'auteur. Dans cette série, on suit Rue, qui est une jeune humaine qui serait apparemment la dernière humaine sur Terre, qui vit avec un robot qu'elle considère comme son oncle. Et un jour, elle va trouver un robot assez spécial qui a l'air très moderne, etc. Et elle va le ramener. Sauf que suite à ça, il y a des péripéties qui vont se passer et son oncle va techniquement mourir, même si sa mémoire vive reste intacte. Donc ils ont une chance de pouvoir le sauver en l'uploadant dans un autre robot. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ce qui n'y paraît. Du coup, Rue et Chrome, le nouveau robot qui l'accompagne, se mettent en tête de rejoindre le Heavenland, qui est apparemment une sorte de paradis pour robots, où il y aurait une chance de refaire fonctionner l'oncle de Rue. De base, je ne suis pas une grande fan de manga post-apocalyptique. Pour autant, celui-là me plaît. J'aime beaucoup aussi les pages contemplatives quand ils traversent de grandes zones désertes, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a un mystère un peu qui plane sur qu'est-ce qui est arrivé à l'espèce humaine, on n'est pas exactement sûr. Ce ne serait pas forcément la faute des robots, parce qu'il y en a plein qui disent que justement quand les humains ont disparu, ils n'avaient plus de raison de vivre et que ça a été très compliqué du coup pour les robots de leur survivre. En tout cas, on est avant tout sur un manga de baston où il va y avoir pas mal de combats, que ce soit dans une sorte d'arène ou que ce soit parce que il y a vite une scission au sein des robots qui se font entre ceux qui soutiennent les humains et qui du coup soutiennent Rue, qui serait apparemment la dernière humaine, et ceux qui considèrent qu'elle est une menace pour eux car elle pourrait techniquement les reprogrammer. Même si je ne suis même pas sûre que Rue ait ce type de connaissances. Enfin bref, c'est une lecture qui m'a énormément plu, que ce soit par son côté post-apocalyptique, que ce soit par la personnalité qu'ont les robots. Je trouve ça très intéressant, c'est un sujet qui m'angoisse beaucoup, le fait que les robots puissent un jour avoir une personnalité et du coup prendre le dessus sur les humains. Mais je trouve que là, dans ce manga-là, c'est amené très intelligemment, c'est très bien fait, de manière, entre guillemets, un peu objective, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire qu'on voit vraiment l'option, les différentes options que les robots pourraient prendre maintenant qu'ils ont leur indépendance. Et tout simplement voir aussi, maintenant que les robots ont une conscience, est-ce qu'ils sont considérés comme étant en vie ou est-ce que ça reste de la machine froide et sans sentiment. Voilà, c'est le genre de réflexion qui m'a plu dans Earth Gear. Au-delà de ça, en plus, comme j'ai dit, c'est rythmé de beaucoup de combats qui sont très très beaux. J'aime bien le dessin. C'est de l'auteur de Black Torch, dont j'avais déjà bien aimé la première série. Donc cette relecture m'a vachement convaincue de continuer la série et je suis bien contente de ne pas l'avoir abandonné vu qu'il a fini par reprendre la série qui, pour beaucoup, était abandonnée définitivement. Eh bien non, il continue, et tant mieux pour nous. Mon autre relecture, c'est Megumi et Tsugumi, qui est un yaoi qui me plaît énormément. En fait, comme j'ai fait pas mal de découvertes récemment de nouveaux yaoi, je me suis posé la question de est-ce que Megumi et Tsugumi, que je considérais un peu comme mon yaoi préféré, était toujours mon chouchou, vu que récemment j'ai lu quand même beaucoup de bonnes choses et je me disais peut-être qu'il s'est fait détrôner. Que nenni, Megumi et Tsugumi restera mon yaoi favori, parce qu'après ma relecture des 4 premiers tomes et j'avais tellement envie de savoir la suite que je suis carrément allée lire en scan la suite, avec du coup le tome 5 et le début du tome 6, qui chez nous arrivera à la Saint-Glinglin. Généralement, il y a 2 ans d'écart entre le tome qui sort au Japon et le tome qui sort en France, donc c'est long, c'est vraiment très très long. Mais on est sur un titre qui me plaît énormément, ce qui me surprend assez parce que c'est un Omegaverse. Je n'aime pas les Omegaverses en général, c'est vraiment quelque chose que j'ai un peu de mal, je trouve ça... Il y a un petit côté sexy dans le sens où il y a une âme sœur, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui sautent sur les Omégas pour aucune raison. Ça me fout en rogne en général.
Et là, on a un Oméga qui a une personnalité extrêmement forte, qui repousse totalement tous les alphas, et qui même leur casse la gueule. Hein. Voilà, c'est une petite racaille qui tape sur tout le monde, et dès que quelqu'un dit « ouais, mais je suis un Oméga », il casse encore plus la gueule, parce qu'il considère que les Omégas ne sont pas supérieurs aux autres sexes, sauf qu'un jour, il va se retrouver confronté à une école d'alpha, et notamment, du coup, à Megumi, qui est le fils du directeur de cette école très élitiste, et bien sûr, ils vont pas bien s'entendre, ils vont se bastonner, etc. Et, sans faire exprès, ils vont se retrouver enfermés dans un local, je crois, dans un truc de sport, et Tsugumi va avoir ses chaleurs. Donc là, bien sûr, il dit bah prends tes suppressants, je crois que ça s'appelle. Enfin, c'est des médicaments qui sont censés l'aider à contrôler ses chaleurs. Et là, il dit j'en prends pas, ça me rend malade, j'aime pas ça, donc j'en prends pas. Et là, il dit mais t'es fou, t'es enfermé avec un alpha là, faut que tu fasses quelque chose. Il dit non, moi, mes chaleurs, je les gère à la force de mon mental. Megumi, il pète un câble, il dit mais cet Oméga, il est teubé en fait, c'est pas possible. Sauf qu'au final, vous en doutez, il va finir par se passer des choses. Et Megumi, il est très, entre guillemets, respectueux. Il dit bah écoute, voilà ce qui s'est passé, je vais assumer mes conséquences, y a pas de souci, je vais rencontrer tes parents, je vais m'excuser. Et Tsugumi, il est en mode ah non mais t'inquiète, hein, de toute manière, si je l'avais pas voulu, je t'aurais cassé le bras. Hein. Donc Megumi, il est en mode ah, ça veut dire que toi et moi, on s'en ensemble. Et là, il fait stop, hein, non, on n'est pas du tout en couple, calme ta joie, voilà, ça s'est juste passé une fois, on a kiffé, et puis basta. Bref, après il va se passer plein de rebondissements, en tout cas, tout au long des 5 tomes, ce que j'adore, c'est qu'on a 2 personnalités extrêmement fortes qui sont techniquement attirées l'un par l'autre, mais on a un Tsugumi, un Oméga qui est très très lent à la détente, contrairement à Megumi qui est un alpha qui est très responsable, qui est très sérieux. C'est vrai que c'est agréable de voir à quel point il veut faire les choses bien, ça lui tient à cœur. Il a aussi des raisons pour lesquelles ça lui tient particulièrement à cœur, mais ça fait quand même plaisir, parce que c'est vrai que dans les Omégaverse, parfois c'est un peu... je sais pas comment expliquer, mais souvent j'aime pas le comportement de l'alpha qui est un peu trop hautain, etc. Là, il est vachement cool, je trouve, Megumi. Et le fait que Tsugumi soit aussi une forte personnalité et qu'il lui tienne tête et que ce soit pas un petit mec effarouché comme on peut en avoir beaucoup, et bah ça m'a beaucoup plu. En tout cas, la relation qui s'établit entre les deux est vachement sympa à suivre. Il y a également beaucoup d'humour, notamment dû à Tsugumi qui est un peu la tête dans les nuages, on va dire, il vit vraiment dans son propre monde. Et au-delà de ça, ils ont surtout une vraie évolution, notamment là dans le tome 5, que du coup on n'a pas encore chez nous, mais dans le tome 5, il y a une grosse évolution notamment de la part de Tsugumi qui, comme je l'ai dit, est un peu dans son monde, et bah là on commence à lui dire il serait temps que tu sois un peu réaliste, et il va prendre des décisions, des vraies décisions, il va s'y tenir et c'est super intéressant à suivre. Voilà, c'est vraiment, je pense, c'est mon couple préféré quasiment en yaoi. J'aime beaucoup aussi Sekeishi Hatsukoi, mais qui a un petit problème de consentement qui me gêne dans cette histoire, même si c'était très à la mode à un moment donné dans les yaoi de l'époque, on va dire. Même il y avait le même problème avec Junjo Romantica de la même autrice, hein, c'est... Et je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi il y a encore autant de problèmes de consentement dans les mangas, parce que c'est récemment dans le Cri du Mochi, je crois c'est Marilou qui a dit « Le consentement c'est sexy ». Oui, le consentement c'est sexy. Arrêtez de nous mettre des gros forceurs dans les histoires, que ce soit yaoi ou shoujo. On aime les gens qui se respectent et c'est quand même beaucoup mieux. On peut désormais passer à la catégorie des séries qui se sont terminées et dont du coup j'ai lu les derniers tomes récemment. Et pour le coup, ça va, c'est quand même positif en avis global, même si j'ai eu quelques déceptions. Tout d'abord, j'ai lu la fin de Après avoir regardé le ciel étoilé, qui est également un yaoi, ou un boys love, les deux se disent hein, de toute manière, qui, de base, m'avait totalement conquise. Le tome 1 était d'une douceur absolue, c'était absolument magnifique. Mais le problème de cette série, c'est que pour moi, elle aurait pu totalement être un one-shot et pas forcément être une série longue. Alors le tome 1 a énormément plus, donc c'est pour ça qu'ils l'ont continué, mais dans ce tome 3, bien qu'on retrouve la douceur et la mignonnerie de ce couple entre un photographe professionnel et un jeune handicapé qui est en fauteuil roulant, en fait ce couple n'a aucun obstacle. Tous les obstacles, ils les ont eu au premier tome, aussi un petit peu dans le deuxième tome, et dans ce troisième tome, bah, c'est vraiment le happy end, il y a tout qui roule... Alors, mauvais jeu de mots, il y a tout qui se passe bien, et il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas quelque chose qui fait que du coup, les liens entre les deux vont se renforcer, ça coule de source, voilà. Et du coup, c'est vrai que je me suis un petit peu ennuyée parce que j'ai trouvé que tout allait très vite, tout allait très bien, et du coup, il n'y avait pas d'émotion.
Voilà, il y avait pas... Soit les scènes allaient trop vite et du coup on n'avait pas le temps de sentir les émotions arriver, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Soit, ouais, je sais pas, il y a un truc qui a fait que j'ai trouvé la lecture assez plate, enfin même avec les parents et tout, il n'y a pas de problème. Voilà, en fait les problèmes de l'homosexualité sont abordés dans le tome 2, on va dire, et là dans ce tome 3, bah... c'est une conclusion mignonne, mais qui casse pas trois pattes à un canard. Après, forcément, moi je voulais forcément voir la fin, vu que j'avais beaucoup aimé le couple, et c'est vrai que là du coup j'étais un petit poil déçue. On continue ensuite avec le dernier tome de J.K. Haru, Sex Worker in Another World, le tome 7. On avait eu le tome 6 cet été, et du coup j'étais très contente quand la fin a été annoncée qu'ils allaient la sortir quasiment d'affilée, sauf que ce n'est pas une vraie fin. Donc forcément ça me pose problème. Je suis en train de noter quelles sont les meilleures fins de séries que j'ai lues, ce n'est pas une vraie fin, donc elle peut pas être bien haute dans mon classement. Je vais commencer par les choses que j'ai aimées. Déjà, dans ce tome 7, on suit un bon 80% du temps le point de vue d'un personnage secondaire qui s'appelle Kiyori, qui est du coup une sainte. Alors oui, peut-être que vous ne connaissez pas la série, mais du coup on est sur un isekai où 2 lycéens se sont fait renverser par un camion, se sont réincarnés. On a le garçon qui est devenu un aventurier, sauf que la fille, elle n'était pas prévue au programme, et du coup elle se retrouve dans ce monde extrêmement macho à devoir vendre son corps pour pouvoir survivre. Donc c'est quand même un monde pas facile, pas évident, il lui arrive plein de choses absolument horribles tout au long de la lecture, mais elle ne se laisse pas abattre. À la fin du tome 6, on comprend qu'il y a potentiellement encore une intrigue à ouvrir et potentiellement clôturer. Donc c'est totalement ce que j'attendais dans ce tome 7. Et du coup, j'ai vachement été surprise quand, à ma lecture du tome 7, je me suis rendu compte qu'on ne suivait pas du tout les aventures de Haru, mais les aventures de Kiyori. Bien que son point de vue était extrêmement intéressant, on a pu retourner sur plusieurs scènes du passé et voir que pensait Kiyori. C'était également intéressant parce qu'on a le point de vue d'une femme, entre guillemets, moderne, de notre monde moderne qui arrive dans ce monde assez arriéré, et voir l'œil critique qu'elle porte dessus. Et là, on voit une jeune femme qui est dans ce monde-là, pour qui, elle, de base, c'était normal que les choses se déroulent comme ça. Et Haru, elle est arrivée et elle lui a expliqué « Non, ce n'est pas normal, y a un monde où ça peut être mieux, et c'est à nous de faire en sorte que ça se passe mieux. » Donc j'ai beaucoup aimé, parce que du coup, ce personnage de Kiyori a énormément évolué tout au long de la série. À quelle conclusion elle est arrivée après, justement, être devenue amie avec Haru. J'ai également beaucoup aimé le fait qu'on voit une Haru très résignée. Voilà, elle est arrivée dans ce nouveau monde, elle sait qu'elle n'en repartira pas et qu'elle va devoir composer avec cette nouvelle société qui ne lui convient pas, mais elle sait qu'elle doit faire avec. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir une héroïne qui s'était résignée comme ça et qui... Ça veut pas dire pour autant que c'est moins une battante que nos protagonistes qui veulent se battre jusqu'à la fin, mais justement, moi je trouve que c'est une force de se dire, bah, elle a accepté les difficultés de la vie et maintenant elle vit avec. Et je trouve que ça demande une certaine force de caractère de pouvoir accepter ce genre de situation. Mais c'est vrai que du coup, avec le point de vue de cet autre personnage, j'ai eu l'impression de pas lire le même manga. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir lu une suite de la série que j'avais précédemment lue, parce que le ton était très différent, était assez mélancolique, mine de rien, alors qu'on était plus un peu dans la rage de vivre, dans les tomes précédents, la rage de survivre. Donc ça m'a surpris en fait ce changement de ton, ce qui fait que j'ai eu l'impression de lire un autre manga. Et au-delà de ça, comme j'ai dit, il y a une intrigue qui était totalement ouverte à la fin du tome 5 et durant le tome 6, qui n'a pas du tout été clôturée. On a juste une phrase à la fin de Haru qui dit ah oui, je sais qu'il y a lui, peut-être que je le reverrai un jour, mais pour l'instant je ne m'en sens pas capable. Bon. C'est dommage. C'est dommage. Je trouve que au lieu de nous faire un tome 7 sur le point de vue de Kiyori, ils auraient dû aller clôturer cette intrigue. Et en fait, je comprends vraiment pas pourquoi ils l'ont pas fait. Alors à la fin, il y a des explications sur pourquoi ça se termine comme ça, etc. de la part des auteurs, parce que de base c'est un light novel. Et ils expliquent à la fin que dans le light novel, ça va un peu plus loin, et même qu'ils ont fait une sorte de suite, tout simplement, à la série. Et du coup, maintenant, j'espère qu'une chose, c'est que la suite sera un jour en manga, parce que ce tome 7 m'a un petit peu frustrée, mine de rien, même si suivre cet isekai très particulier m'a beaucoup plu. On enchaîne ensuite avec le tome 6 de Wandering Witch, qui est également un light novel qui a été du coup adapté ensuite en manga, mais le manga n'a pas rencontré le succès escompté, donc il s'est arrêté. Quand j'ai su ça, j'ai été très mitigée du coup sur cette fin, j'étais en mode oh mon dieu, le tome 6 va être nul, ça va être horrible.
Mais ils ont réussi à faire une fin assez naturelle. On comprend que les aventures de Elena, notre sorcière, qui est notre personnage principal, va continuer, mais la manière dont ils l'ont arrêté, ça allait. Franchement, je m'attendais largement à pire. J'ai beaucoup aimé ce tome 6, mine de rien, parce qu'on a vraiment un côté fin, dans le sens où on revoit beaucoup de nos personnages secondaires qui sont remis en avant, et on a un peu l'impression que Elena fait un peu ses au revoir à tous ces personnages-là, et qu'elle est prête à tourner la page sur cette partie de sa vie, et qu'elle va en entamer une autre. Donc c'était assez satisfaisant à lire, et assez satisfaisant à voir. Tout au long de ces 6 tomes, on a suivi Elena qui parcourait un peu le monde entier, qui s'arrêtait dans différentes villes, villages, etc. et qui réglait un peu les conflits qu'il pouvait y avoir. Ça pouvait partir d'une dispute de couple à une maladie incurable dans un petit village qui est en train de décimer tout le monde, à sauver un royaume. Donc c'est vrai que c'était très plaisant. Donc c'est vrai que tout au long de cet homme-là, elle a rencontré beaucoup de gens, il lui arrivait beaucoup de choses, et du coup ça permettait aussi de découvrir plein de ses facettes à elle. Donc c'est-à-dire elle a appris ses pouvoirs de sorcière auprès d'un maître, mais elle a également elle-même transmis son savoir à une jeune fille, donc c'est vrai que c'était super intéressant à suivre. Il y a une petite complexité en plus avec des petits sauts dans le temps, etc. Il y a un petit nœud temporaire, on va dire, qui se fait aussi au long de la lecture et qui est assez rigolo à suivre. En attendant, l'univers m'a beaucoup plu, le dessin était très joli et c'est clairement une lecture que je ne regrette absolument pas. Je sais qu'il y a un animé qui est sorti, donc je vais aller le voir pour voir s'il va plus loin que le manga, et peut-être qu'un jour les light novels arriveront chez nous, j'aimerais bien en tout cas, parce que l'histoire m'a beaucoup plu et je suis très très fan de l'univers quand il y a des sorcières, donc c'est vrai que ça m'a tout de suite attirée. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de Circé, vous avez dû le voir dans ma vidéo achat, mais j'ai voulu refaire une relecture du tome 3 parce que j'étais un petit peu perdue avant de me lancer dans ma lecture du tome 4. Regardez-moi ces couvertures, elles sont absolument sublimes. Même si je trouve que la couverture du tome 4 est vachement différente par rapport aux 3 autres proposés qui sont plus sombres. Donc ça m'a un petit peu surprise. Mais au-delà de ça, Circé, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Je suis notamment très très fan du trait de l'auteur. Je vous ai déjà montré plusieurs planches. Mais j'essaye juste de vous montrer à quel point c'est sublime. Personnellement, j'ai préféré son autre titre qui s'appelle Azur, qui est terminé en 2 tomes. Oui, parfois je dis Azuré, parfois je dis Azur, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais Circé a quand même de très très bonnes bases, autres que le dessin. J'ai adoré l'histoire, qui est dans un futur un peu dystopique où le monde est extrêmement pollué et Paris arrive quand même un petit peu à s'en sortir car ils ont une entreprise qui produit un produit qui aide à respirer et du coup c'est vrai que Paris du coup est moins pollué que le reste du monde. On a également les plantes qui sont devenues très très rares dans cet univers et Thomas, notre personnage principal, étudie justement les plantes. Et un jour, il y a une énorme fleur qui va pousser en plein milieu de Paris, sauf que le secteur va être complètement bouclé, personne ne peut l'approcher, et du coup on commence à se poser un peu des questions sur la société, ce qui s'y passe, pourquoi on n'a pas le droit d'y accéder, est-ce que ça pourrait nous aider? Et Thomas va rencontrer une mystérieuse fille qui a l'air d'être pas tout à fait normale, et aurait une sorte de connexion avec cette fleur. Donc Thomas va être vachement intrigué, ils vont pas arrêter de se croiser, et il va se passer pas mal de choses qui font qu'ils vont quand même un peu faire équipe ensemble, et on va découvrir un monde un peu fantastique, un peu magique derrière tout ça, et c'est vraiment super bien construit, j'ai adoré l'histoire. Il y a juste eu, entre le tome 3 et le tome 4, j'ai l'impression qu'il a manqué 1 ou 2 chapitres. Je pense que l'autrice n'avait peut-être pas assez le temps pour tout développer, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où en fait il saute. Il y a un laps de temps qui est sauté entre la fin du tome 3 et le début du tome 4, c'est vrai que du coup ça m'a pas mal perturbé dans ma lecture. Mais en tout cas, dans ces 2 tomes, on a eu, surtout dans le tome 4, des gros flashbacks qui ont été super intéressants. Les émotions étaient bien présentes, hein. Il y a des moments où j'ai failli verser ma petite larme parce que j'étais très attachée au personnage. Et la fin est géniale. J'ai beaucoup aimé la fin, comment elle a été amenée, parce que c'est pas un total happy end, on va dire. Dans ce style de série, ils ont tendance à toujours couper sur des bonnes notes sur les séries courtes. Là, l'autrice, je trouve qu'elle a fait le pari de nuancer cette fin, et du coup, j'ai d'autant plus aimé. Bref, n'hésitez pas à aller voir ce que fait l'autrice, je trouve que son dessin est magnifique, ses histoires sont super cool, et je suis tout ce qu'elle fait avec beaucoup d'intérêt sur Instagram notamment, sur son compte siana.eus. J'essaierai de penser à vous mettre son nom dans la description. Avant-dernière série à vous présenter dans cette catégorie, il s'agit de Stunts The Ninth Ghost Affair, qui pour moi a été un énorme coup de cœur dès le début de la lecture. On est dans un univers thriller, enquête policière, avec quand même des affaires assez sombres, assez dark, que j'ai adoré. Clairement, l'histoire aurait mérité un tome de plus, je pense, pour que ça se conclue vraiment de manière
idéal, on va dire, mais la fin reste très convenable en 3 tomes quand même. J'ai pas été déçue. J'ai vu pas mal de gens dire qu'ils ont été déçus de cette fin. Moi, je trouve pas. On a toutes les réponses à nos questions, on a un coupable, l'affaire est élucidée. Il n'y a pas de point qui reste incertain. Je trouve que c'est ça le plus important, c'est qu'on ait toutes les clés à la fin de la lecture. En tout cas, le gros point fort pour moi, c'est l'univers qui était extrêmement bien construit, comme j'ai dit, le côté un peu dark. Après, c'est sûr que dans ce tome 3, il y a énormément de révélations, ce qui fait que le rythme est extrêmement soutenu, mais je trouve que ça reste quand même digeste, donc cette fin m'a plu, aurait mérité un tome de plus, mais reste très cool. Et du coup, ma meilleure fin de série, ça a été Un second au revoir, avec son tome 4 qui est sorti au mois de décembre dans la collection Moonlight de Delcourt Tonkam. Alors, étonnamment, c'est celui dans lequel, quand j'ai pris mes notes, j'ai mis le plus de points négatifs comparé aux autres, mais en termes de ressentiment, là, du coup, après avoir digéré l'histoire 2 mois après, c'est quand même la meilleure fin, parce que l'histoire proposée durant ces 4 tomes est celle qui m'a le plus convaincue. Je vais commencer du coup avec ces points négatifs, qui d'abord est le fait qu'on a énormément de sauts dans le temps dans ce tome, ce qui fait que le rythme est assez effréné tout au long de la lecture, et qu'il y a des moments, je trouvais que certains sauts dans le temps étaient inutiles, notamment la partie enfance des protagonistes, parce que les 3 tomes ont construit l'attachement mutuel qu'il y avait entre les 2 protagonistes, et le fait de revenir sur leur passé n'était pas forcément nécessaire parce qu'on avait déjà compris qu'ils étaient très importants l'un pour l'autre. Mon deuxième point négatif, c'est qu'à un moment donné, il y a une histoire un peu de pardon, et je trouve que le pardon est accepté un peu trop facilement. Je trouve que notre protagoniste aurait pu peut-être quand même faire des petits reproches. Tu peux accepter de pardonner, mais tu peux en profiter pour mettre des petites piques et dire ouais, t'es un peu nul là-dessus, t'as fait des trucs très très nuls. Le revers de la médaille, c'est que j'ai adoré la bonté d'Hinata. Alors certes, il a le pardon facile, mais de voir à quel point il est capable de se donner pour quelqu'un, de voir tout ce qu'il est prêt à offrir, c'est très beau. Je trouve que c'est très touchant en tant qu'être humain. C'est vrai que moi j'ai tendance à être un peu désabusée par les humains en général, on va dire. J'ai pas tendance à penser que les gens ont bon fond. Et du coup, de voir des personnes comme Hinata qui sont si pures, entre guillemets, ça m'a touchée. La fin pour moi est extrêmement réussie. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un happy end, parce que c'est vrai que tout au long de la série, elle est assez dark. Donc de voir ce dénouement-là, ça m'a beaucoup plu. Et on a aussi une très très belle morale. Donc pour moi, cette fin est excellente. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout parlé du manga en lui-même. Excusez-moi, j'étais trop contente de vous délivrer mon avis, et du coup j'ai totalement zappé cette partie-là. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Un second au revoir, on est encore un petit peu dans un thriller ou un peu à la Erased. On a Hinata, ce personnage-là, qui a vu son meilleur ami du lycée disparaître, et 10 ans après, on découvre que son meilleur ami a été en fait décédé et était emmuré dans la salle d'art plastique du club dont il faisait partie. Donc là, gros choc. Et quand il va se rendre aux funérailles, il y a un de ses anciens camarades du club d'art qui va tiquer sur la dernière œuvre que Sora avait réalisée. Et à ce moment-là, il va se faire tuer. Hinata va être témoin de la scène et va également se faire tuer, sauf que il va avoir le droit de remonter dans le temps 10 ans auparavant et se retrouver 1 ou 2 mois avant la fameuse disparition et du coup le présumé meurtre de Sora. Et donc on est sur une course contre la montre pour éviter que Sora ne connaisse un destin funeste, et il y a plein de mystères qui tournent autour, et l'histoire est beaucoup plus profonde et beaucoup plus sombre que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Donc j'ai adoré tous les rebondissements qu'il y avait tout au long de la série, et ça m'a totalement convaincue. On peut désormais passer aux intégrales de séries que j'ai lues durant ces 3 mois. Et en dernière position, je vais mettre Ballade Opéra. C'est un titre que de base j'avais prévu de faire pour mon calendrier de l'Avent du mois de décembre, mais comme la lecture du tome 1 m'avait rendu très perplexe, je ne savais pas trop quoi en penser, j'avais préféré ne pas la présenter et attendre de voir ce que les tomes d'après me réservaient. C'est une série qui, je pense, peut plaire, mais qui n'était pas faite pour moi. Tout d'abord, dans le tome 1, j'ai pas trop aimé parce que on est sur un côté très fanfiction, j'ai envie de dire. Dans le sens où j'ai l'impression que ça ressemblait à une fanfiction. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est le ressenti que j'avais l'impression de lire la fanfiction de quelqu'un, de personnage d'une série lambda qu'elle avait décidé de transformer en yaoi. Alors c'est pas un yaoi, mais c'est vrai qu'il y a un côté très
il y a de l'attirance entre nos protagonistes. Mais comme le synopsis était très intéressant, je me suis dit c'est pas grave, mets un peu ça de côté et concentre-toi sur cette fameuse intrigue. Le synopsis, c'est qu'on suit un jeune garçon, Haru, qui a perdu toute sa famille dans un incendie, mais est devenu amnésique, et du coup, il a plus de raison de vivre. Voilà, il trouve pas de raison de vivre parce qu'il y a personne qui est là pour le soutenir, il se retrouve tout seul, il arrive même pas à pleurer pour sa famille parce qu'il se rappelle même pas avoir eu une famille, et du coup il se retrouve dans une situation un peu délicate. Sauf qu'en même temps, il y a un ange et un démon qui vont descendre sur Terre pour chasser des âmes qui se sont évadées. Et du coup, pour les retrouver, ils sont obligés de trouver un Shinigami. Et un Shinigami, c'est en gros un humain qui va bientôt mourir, qu'on propose de devenir Shinigami. Mais par un concours de circonstances, Haru va justement décéder, donc ils vont en faire leur Shinigami, et en échange, lui, il veut que l'ange et le démon le ramènent au moment juste avant l'incendie de sa famille pour pouvoir essayer de les sauver. Donc ils acceptent, le voilà transformé en Shinigami, et maintenant il doit récolter les âmes des gens qui se sont évadés de la prison des âmes, entre guillemets. Et du coup, ceux qui sont emprisonnés dans cette fameuse prison, c'est toutes les âmes qui ont fait des choses très marquantes dans l'histoire, en positif ou en négatif. Sauf que Haru, en récoltant ces fameuses âmes, il va avoir un cas de conscience, et il se rend compte qu'il a l'impression de tuer du coup les gens qui sont à l'intérieur. Ça va poser assez vite problème. On découvre aussi que les âmes ne se sont pas échappées sur Terre sur un simple malentendu, mais qu'il y a eu une action qui a provoqué tout ça. Voilà, il se passe plein de choses en fait. En vrai, il y a 5 tomes, et c'est vrai que tout est bien ficelé entre guillemets, parce qu'à la fin des 5 tomes, on a les clés en main, comme j'ai dit pour l'autre série, ce qui je trouve est important. Mais j'ai pas aimé le sorte de trouble qu'il y a entre l'ange, le démon et Haru, qui se retrouve entre les deux et qui a l'air d'être attiré un peu par les deux, et les deux le protègent, et c'est un peu ambigu, chelou. Et en fait, je préfère soit que ce soit dit explicitement, soit qu'il y ait rien. Parce que là, quand c'est ce genre de situation, je trouve ça bizarre. Autre nos 3 protagonistes, je trouve que parfois le trait était un peu trop ressemblant, et que du coup, j'arrivais pas à identifier clairement quel personnage était qui. Et ça m'a énervé tout simplement, parce que je trouve pas ça agréable quand tu penses que quelqu'un parle et en fait 2 pages plus loin tu te rends compte que c'était pas la personne que tu pensais, et du coup ça complexifie l'histoire. Et en fait tout simplement je suis déçue parce que je trouve que l'histoire, le synopsis était hyper intéressant, et je trouve que l'auteur a pas réussi à créer un vrai impact. Il aurait pu clairement créer quelque chose de plus percutant, et là c'était un petit peu, c'est retombé comme un soufflé quoi. J'en attendais beaucoup au vu du synopsis qui me plaisait, et finalement dans les faits ça m'a pas marqué, ça m'a pas convaincue, et du coup je suis juste déçue de cette série, même si je pense que je peux comprendre qu'elle arrive à trouver son public. Je pense juste que là c'était pas fait pour moi. En tout cas c'est de la même autrice que Mister Maloglu, que j'ai absolument adoré, de toute manière on reconnaît son trait tout de suite, mais malgré que j'adore son autre titre, celui-là n'a pas fonctionné avec moi. On continue ensuite avec La Tour Fantôme, et c'est 9 tomes qui... C'est pas que ça m'a pas plu, c'est juste, c'est trop bizarre. C'est une série dont je n'arrive absolument pas à me faire un avis, parce que c'est perché à un niveau que je n'avais jamais vu, et je me demande franchement si l'auteur l'a écrit sous drogue, parce que il y a des trucs chelous tout du long. J'ai déjà un petit peu expliqué, je crois, dans ma vidéo, justement découverte de 22 séries, et La Tour Fantôme, c'est spécial. Je vais commencer par les points positifs, et après on va revenir sur les trucs qui me perturbent. En point positif, déjà, le dessin. Le dessin est très très beau, je trouve qu'il est assez original aussi. Il propose des traits élégants et fins, qui subliment très bien les planches angoissantes au possible que l'auteur peut nous proposer. Alors ça c'est le tout début du tome 1, donc je spoil pas, et puis même c'est sur la couverture. En autre point positif, je trouve que c'est notre duo de protagonistes qui, bien qu'il soit très atypique, fonctionne bien. Le duo fonctionne bien, j'aime beaucoup aussi l'attachement qui se crée l'un envers l'autre, c'est assez sympa à suivre. Et mine de rien, cette ambiance très spéciale fait que ça m'a marqué, et je trouve que l'ambiance du coup est un point positif, malgré que je sois assez perplexe sur le fond de l'histoire. Et on a également une belle morale à la fin, qui est tout simplement sur l'acceptation de soi, qui je trouve est bien martelée et bien efficace dans sa manière d'être mis en avant.
Maintenant, on va parler de la série en elle-même. J'en ai déjà un peu parlé dans ma série découverte de la série, donc vous allez peut-être avoir un repeat. Du coup, exceptionnellement, je vais juste vous lire le synopsis. Peut-être que comme ça, ce sera un peu plus objectif que moi qui blablate et qui me perd peut-être un peu dans le récit. En 1952, une vieille femme fut retrouvée les os brisés attachés aux aiguilles du cadran d'une horloge au sommet d'une tour. 2 ans plus tard, Taishi Amano est victime de la même agression dans ce lieu qu'on surnomme désormais la Tour Fantôme. Mais il est sauvé in extremis par Tetsuo, un garçon étrange en quête d'un trésor lié à l'inquiétante tour. L'appât du gain entraîne alors Amano dans une aventure aussi inattendue que dangereuse. C'est une histoire qui part de ce postulat, mais qui va aller beaucoup plus loin. On reste sur ce postulat de base jusqu'à la fin des 9 tomes, mais au-delà de cette chasse au trésor, il y a vraiment ce côté enquête, il y a ce côté angoissant, il y a ce côté un peu surnaturel, bizarre qui parfois apparaît. Et on a vraiment des passages où on trouve que l'histoire est dérangeante et que l'histoire est totalement barrée. Mais pas dans un sens barré qui te fait rire, barré vraiment qui te met pas à l'aise, où tu te dis « cette lecture me dérange ». Parce qu'il y a des scènes bizarres, parce qu'il y a des choses qui vont se passer, et des thématiques abordées comme l'inceste, comme les violences psychologiques qui vont te mettre forcément mal à l'aise. Je l'avais déjà montré, mais voilà, il y a vraiment des expressions de nos personnages qui, je trouve, mettent assez mal à l'aise. Et également, je préviens, il y a beaucoup de nudité dans le récit, donc faut pas mettre ça entre les mains de tout le monde, hein. Clairement, faut un public adulte pour lire cette série. Et c'est vrai que c'est une lecture très surprenante parce que on s'attend jamais à ce qui va se passer ensuite, on peut pas voir le dénouement arriver non plus. Entre ma lecture du tome 1 et le dénouement au tome 9, il s'est passé plein de choses. Il y a, malgré qu'il y ait des pistes qui nous ont été offertes de moi-même, en tout cas je n'ai vraiment pas vu la fin arriver, qui est satisfaisante. Je trouve que le récit est très bien construit, ces 9 tomes sont très bien exploités, mais c'est une lecture singulière que je suis pas sûre de relire, ou que je la relirai quand j'aurai oublié ce qui s'y passe, ou au moins la fin, parce que là, me plonger de moi-même à nouveau dans cette lecture-là, je sais pas trop, ça m'attire pas de fou. Si vous voulez un titre singulier, angoissant et surprenant, tournez-vous vers la Tour Fantôme. Moi, je garderai cette série parce que justement c'est quelque chose de totalement atypique par rapport à mes autres lectures, mais je reste perplexe. Ensuite, une lecture assez simple avec l'intégrale de Alice in Kyoto Forest en 2 tomes. Donc, comme vous vous en doutez, c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles, et bien que de base je ne sois pas fan de cet univers, celui-là m'a bien plu. Il y a une ambiance générale très douce, très calme, qui m'a fait du bien. Il y a le côté folklorique aussi qui est bien abordé. Et en plus, c'est un Alice au Pays des Merveilles très ancré dans la tradition japonaise qui m'a beaucoup plu. Parce que notre héroïne, qui est une jeune orpheline, est envoyée à Tokyo. Elle veut devenir une Maiko pour pouvoir s'émanciper de sa tante qui l'a adoptée, mais qui a énormément d'enfants et qui du coup ne peut pas trop s'occuper d'elle. Et elle dit bah vas-y, je pars à Kyoto devenir une Maito, comme ça je vais être enfin indépendante. Sauf que quand elle va arriver à Kyoto, elle va se retrouver un peu projetée dans le passé, dans un univers assez fantastique, et elle est pas trop sûre de là où elle a atterri. Mais elle s'y fait, elle se dit bon bah c'est pas grave, je vais m'adapter, c'est toujours mieux que rien. Dans ce titre, le personnage principal est très attachante, Alice est très mignonne, et il y a également de belles morales, donc dans l'ensemble c'est plutôt positif. Il y a juste un petit côté rushé qui fait que le tome 2 est très intense en termes de révélation, etc. Il y a quelques rebondissements qui ne m'ont pas paru pertinents, mais au-delà de ça, ça reste un très bon titre qui, je pense, on peut le mettre entre les mains des plus jeunes, et ça fonctionnera très bien. En tout cas, si vous voulez une petite parenthèse un peu enchantée, ce titre fonctionne très bien. On continue avec l'intégrale de Ring Eyes en 4 tomes. Je préviens tout de suite, la série a été axe et ça se ressent beaucoup sur sa fin. Mais en tout cas, on est clairement sur un récit qui m'a surprise parce que, au vu du synopsis, l'histoire n'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. J'ai l'impression qu'à chaque fin de tome, l'histoire elle faisait un 180 degrés et elle disait « Allez, on part sur autre chose », et pourtant, ça fonctionne bien. Le postulat de base, c'est qu'un meurtre a été commis il y a 12 ans où une jeune fille s'est retrouvée coupée en 2. Cette fameuse jeune fille était l'amie d'enfance de notre protagoniste qui s'appelle Mamoru, sauf que le coupable n'a jamais été attrapé car il est en possession d'un pouvoir et en gros toutes les personnes qui ont des pouvoirs se considèrent comme supérieures, font souvent partie de grandes familles qui ont pris le contrôle un peu du monde.
Et cette histoire d'assassinat a été commise dans une petite île où il n'y a que des gens qui ne possèdent pas de pouvoir, qui du coup souvent se font écraser. Mamoru est très en colère de cette injustice et essaye toujours de se venger en tuant le meurtrier de son ami. Et il va rencontrer un jour cette jeune fille sur son île qui elle aussi a des pouvoirs et il va faire un pacte. Il va lui demander de tuer l'assassin de son ami d'enfance et elle en échange tout ce qu'elle veut, c'est avoir un amoureux. Donc elle dit je t'aiderai si tu tombes amoureux de moi. Il marche et il dit que de toute manière il peut l'entuber, c'est pas bien grave. Mais leur association et leur enquête sur le meurtre de cette petite fille va les emmener vraiment très très loin, beaucoup plus loin que ce que l'histoire peut sembler au premier abord. Ça rentre vraiment dans quelque chose de plus développé, plus complexe également, qui était très intéressant à suivre. Bien que je m'attendais à une banale enquête sur un meurtre, et bien finalement, c'était beaucoup plus que ça, et ça m'a plu. On est quand même sur des personnages qui sont extrêmement barrés, qui n'ont pas de réaction tout à fait logique, donc ça crée des moments absurdes, mais ça fonctionne quand même bien. Les scènes d'action sont cool et dynamiques, tous les personnages ont un peu leur moment de gloire, et on a aussi une belle morale sur le fait qu'il ne faut pas faire de distinction entre les gens qui ont des pouvoirs et ceux qui n'en ont pas. On reste avant tout des êtres humains. Il y a beaucoup de scènes un peu cruelles, un peu crues, qui peuvent parfois un peu déranger ou dégoûter, mais dans l'ensemble, c'est une lecture qui m'a bien plu, qui m'a surprise. C'est seulement 4 tomes, donc ça se lit très très vite. Et pourtant, comme je vous ai dit, il se passe plein de choses. Donc, je vous recommande Ring Eyes, mais soyez prévenus que c'est une série Axe qui du coup a un côté assez rushé. On enchaîne ensuite avec Mars Red, qui est terminé en 3 tomes, qui est du même auteur que Laughing Under the Clouds, qui m'avait bien plu, donc j'avais envie de découvrir un autre titre de l'auteur. Et c'est du très classique, mais très bien fait, ce qui fait que je l'ai mis aussi haut. Mars Red, on va suivre une jeune fille qui est journaliste, qui essaye un peu d'enquêter sur des disparitions, sur des meurtres un peu bizarres qui se passent à la capitale. On est à la période Taisho, et son ami d'enfance est mort, parce qu'il était soldat. Sauf que elle y croit pas, elle pense qu'il y a quelque chose en plus dans cette histoire-là, donc elle va creuser. Et au fur et à mesure, en fait, on va se rendre compte qu'effectivement, il n'est pas mort, mais qu'il fait désormais partie d'une troupe d'élite qui ont frôlé la mort et qui, pour survivre, ont été obligés d'être transformés en vampires. C'est donc une unité de l'armée de terre du Japon qui est censée protéger la capitale impériale, sauf qu'il y a des complots dans l'ombre qui posent problème, qui fait qu'il va y avoir pas mal de combats. C'était bien, c'était beau, les combats sont sympas, il y a une belle morale, j'ai bien aimé les rebondissements qu'il y a eu à l'intérieur de ces 3 tomes, et ça fait que tout simplement je l'ai mis aussi haut. Comme je vous l'ai dit, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais je trouve que c'est très bien exécuté, et du coup, moi j'ai pris du plaisir lors de ma lecture. Et le dessin est plutôt joli. En première position dans les intégrales que j'ai lues, il s'agit de Funeral Concerto, qui est tout simplement un one-shot qui va parler d'une jeune fille qui va se faire recruter dans une agence de pompes funèbres à Taïwan, et on va tout simplement suivre sa nouvelle vie et son métier principalement. C'est clairement un titre que je trouve qui n'est pas indispensable, et il y a mieux sur le sujet du deuil, mais j'ai beaucoup aimé sa construction, les dessins déjà sont magnifiques, mais son côté tranche de vie m'a touché en plein cœur, c'est vraiment le style de lecture que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça fait un peu recueil d'histoires courtes où on va de famille en famille et on voit chacun comment la famille peut vivre son deuil, comment ça se passe, quelles sont les implications. C'est très intéressant aussi parce que les pompes funèbres à Taïwan ne fonctionnent pas du tout de la même manière que nous. Notamment, par exemple, j'ai appris que quand il y avait un défunt, c'était pas la famille qui vidait l'appartement, c'était les pompes funèbres qui étaient chargées de ça. Ce qui ne nous paraît pas du tout logique, je trouve, j'ai l'impression, en France. Et au-delà de ça, en un seul one-shot, on a une très très belle évolution de notre personnage principal, mais également son patron qui l'a embauché. On suit un peu les deux, on voit ce qu'ils vivent, comment ça les impacte, etc. Et du coup, j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment un one-shot que j'ai dévoré du début à la fin, que je me suis laissée porter par ce tranche de vie, et ça a très très bien fonctionné. Ensuite, j'ai fait une petite catégorie intégrale yaoi. J'ai que 5 titres à vous présenter, donc normalement ça devrait être assez rapide, donc n'hésitez pas à skipper si vous n'êtes pas intéressé par les yaoi. Tout d'abord, je commence par Canis Dear Mr. Rain. L'univers m'intriguait pas mal et me donnait envie, surtout qu'il y a des spin-offs, il y a des suites de cette série, où on suit un chapelier qui, en gros, va recueillir une sorte de chat errant d'un mec anciennement mafieux qui se serait à peu près rangé, mais qui sait pas trop ce qu'il va devenir, ce qu'il va maintenant faire de sa vie. Et du coup, on va suivre tout simplement leur vie ensemble. Le dessin est joli, mais sans plus, et
Je me suis pas particulièrement attachée au couple principal, ce qui fait que c'est pour ça que je l'ai mis en dernière position. Ça se lit, c'est cool, mais je trouve qu'il y a mieux en yaoi, donc ça m'a pas particulièrement plu. Je sais pas si je laisserai une chance au spin-off ou pas. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire si je devrais persévérer, parce que c'était cool, mais je suis pas des masses convaincue non plus. Ensuite, j'ai lu les 3 tomes de My Pretty Policeman, qui, pour le coup, m'a vachement plu. Le couple est sympa, on est sur un ancien policier qui maintenant tient une épicerie, qui s'occupait beaucoup d'un adolescent qui était rebelle, qui maintenant est devenu policier et patrouille justement dans le secteur de son épicerie. Il a 40 ans, il est toujours célibataire, et un jour il va lancer pour rigoler en mode « Ah, va peut-être falloir que je passe aux hommes, peut-être que j'aurai plus de chance ». Le policier, là, le jeune policier, il laisse pas passer cette phrase, il a dit « C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, quitte à ce que tu sortes avec un mec, t'as intérêt à sortir avec moi parce que moi je t'aime depuis 10 ans ». Grosse surprise pour Seiji, du coup ils commencent un peu à faire des choses ensemble, à sortir ensemble, etc. Et du coup on suit comment leur couple se développe au travers des 3 tomes. 3 tomes, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop, je pense que ça aurait pu s'arrêter un peu plus vite, il y avait des passages assez inutiles, que je ne trouvais pas en fait l'intérêt qu'il y avait de les mettre particulièrement. Mais au-delà de ça, c'est aussi un des yaoi qui je trouve a le plus de scènes sexy, on va dire. C'est vrai que ça peut plus ou moins me déranger les scènes de nu et de sexe dans les yaoi, mais dans celui-là c'est extrêmement bien fait et du coup ça m'a plu. Mais en termes de développement de la relation, je trouve encore une fois qu'il y a mieux, mais ça reste une série feel good. Ensuite, j'ai lu le one-shot Not My Fiancé qui m'a beaucoup plu. On est sur un homme qui est censé hériter d'une grosse compagnie, qui est gay, mais qui a toujours su qu'il se marierait par intérêt et que se marierait à une femme que son père lui aurait désignée. Donc il s'était dit, bah, le jour où je me marierai, je me rangerai. Sauf que il rencontre une fille, il se dit que ça va bien se passer, ils sont censés se marier, sauf que le grand frère de la future mariée, lui, il le sent pas. Il dit, toi, t'as un problème, c'est sûr, enfin, t'es pas fait pour ma sœur, il est très protecteur. C'est un grand cadre aussi dans une entreprise, il réussit pas mal. Et il va comprendre que Wataru est gay, et du coup, ils vont commencer un peu à se rapprocher. Le frère, lui, n'est pas gay, mais on sent qu'il commence à se poser des questions, etc. Et du coup, on va suivre leur relation. Il y a beaucoup d'humour, et il y a aussi beaucoup sur l'acceptation de soi, et comment se faire accepter par sa famille, etc. sur le fait d'être qui on est réellement. Du coup, c'était vachement intéressant, c'était touchant. La relation est cool à suivre, c'est un peu court sur le principe d'un one-shot, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de plus. Ensuite, on a Restart, qui est un yaoi très cocooning, très doux, qui est trop bien. Si vous êtes fan de yaoi et que vous aimez la douceur, Restart, c'est fait pour vous, c'est absolument génial. J'aime beaucoup. On suit un Tokyoïte qui est obligé de rentrer un peu la queue entre les jambes dans sa famille à la campagne parce qu'il s'est fait virer de son taf. Sauf qu'entre-temps, ses voisins avaient adopté un jeune garçon qui du coup fait partie du village intégralement. Et ils vont finir par traîner ensemble de plus en plus souvent. Et du coup, on va juste suivre leur vie quotidienne. C'est très doux, c'est très lent, c'est très slow burn et ça fonctionne très très bien. J'aime aussi beaucoup parce qu'on a un garçon qui est très volontaire, qui est un peu malléable, qui se laisse faire. Et on a de l'autre côté Mitsuomi qui est assez explosif, qui a envie de rentrer dans la confrontation un peu avec tout le monde. Et du coup, quand ils sont ensemble, ça permet un peu... Ça fait une petite bulle de douceur très attachante. Et j'ai aussi aimé le fait que, comme ils sont dans un village, il y a toutes les infos qui circulent assez vite, il y a pas mal de spéculations, on voit aussi le fait que le grand blond, Yamato, et de base il n'est pas du village, donc ça pose problème à certains habitants, malgré le fait que ça fait maintenant des années qu'il travaille dans le potager de son grand-père et qu'il aide et qu'il fournit quasiment tout le village en fruits et légumes. Mais voilà, il y a de belles thématiques, ça se lit super bien et j'ai adoré ma lecture de Restart. Et pour terminer avec mes intégrales de yaoi, il y a Color Collection, qui est vraiment le titre qui m'a le plus plu dans mes dernières lectures yaoi. Autre Megumi Itsugumi, lui il est encore au-dessus. C'est un recueil d'histoires courtes et de base je suis pas très fan parce qu'on suit des couples différents, mais dans celui-là c'est hyper bien fait et chaque histoire on arrive à s'attacher aux couples différents. On a comme fil conducteur le fait qu'ils sont tous liés à une université d'art. Et ce qui fait tout le charme de ce recueil d'histoires courtes, c'est vraiment la personnalité de tous les personnages qui entrent en scène. Tous nos couples ont leur propre raison d'être, ont leur propre problématique, et la manière dont ils se mettent chacun en couple est
touchante. Je sais pas, j'ai aimé absolument tous les couples et j'ai aimé absolument tout ce qui se passait à l'intérieur de ce one-shot que je n'ai pas vu passer du coup au moment de ma lecture. Du coup, je peux que vous le conseiller parce que je trouve ça hyper fort que l'auteur arrive à nous attirer et à nous attraper aussi rapidement. Parce que comme je vous l'ai dit, on suit 3 couples différents dans juste ce petit tome. Parfois, je suis même pas satisfaite d'un one-shot justement parce que je trouve que l'auteur n'a pas eu le temps de bien développer les couples. Et là, dans 3 histoires en un seul tome, a réussi à me convaincre. Donc je trouve que l'auteur est très très fort là-dessus. Dernière catégorie, les séries que j'ai commencées mais qui sont toujours en cours. Je commence avec encore du boys love, avec cette fois The World Ends Bluebird, qui est actuellement en cours avec 3 tomes et sera terminée au 4e. C'est une série dont j'ai entendu énormément de bien. Je crois qu'ils avaient carrément fait un coffret à la Japan Expo pour que ça se vende bien, et tous les avis quasiment que j'ai vus dessus sont positifs. Et moi, ça m'a vraiment laissé de marbre. L'univers est hyper intriguant. C'est comme le Lie of the Dawn. C'est-à-dire l'univers est super cool, mais le couple et tout ce qui se passe autour et à l'intérieur, ça fonctionne pas. Et pour le coup, je préfère le Lie of the Dawn à World End Bluebird. On est dans un univers un peu dystopique où je crois qu'il y a une sorte de fin du monde. Tokyo a survécu grâce à l'apparition d'un magicien qui empêche en gros la pluie perpétuelle de rentrer. Sauf qu'il y a des grosses disparités entre les classes nobles, entre guillemets, et le petit peuple qui vit en bas, un peu dans la boue, on va dire. Hein. Clairement, il y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté. Ça fait vraiment mal au cœur. Et on y suit Rei, qui est un homme à tout faire, qui un jour va tomber sur Guang, cet homme-là. Je crois que c'est Guang, celui-là. Ou c'est Rei, je sais pas, j'arrive même pas à les reconnaître sur la couverture. Bref, il rencontre un mec qui clairement vient du dessus, il se demande un peu ce qui se passe, et ils finissent par passer la nuit ensemble. Plutôt classique, sauf qu'ils vont finir par se recroiser, on va comprendre qu'il y a qu'ils ont un certain lien entre eux qui fait qu'il y a une sorte de fatalité sur le fait qu'ils se retrouvent ensemble. En soi, leur couple n'est pas si déplaisant que ça, mais je sais pas, je trouve que j'ai du mal à avoir de l'affect envers eux. Et je les trouve pas particulièrement mignons, il n'y a pas forcément quelque chose qui attire mon attention chez eux. De plus, j'ai pas trouvé le trait de l'autrice très très beau, je trouve que c'est assez figé et que les scènes d'action qu'il y avait à l'intérieur étaient vraiment pas terribles. Bon, après, bien sûr, l'appréciation du dessin c'est très subjectif, mais moi ça m'a pas particulièrement plu. J'ai pas réussi à retrouver la scène où il y avait un combat et j'étais vraiment en mode ah non, ça c'est mal fait. C'était peut-être dans le tome 2 finalement. Autre point négatif, j'ai pas du tout aimé la fin du tome 1. La fin du tome 1 pour moi c'est pas possible, et même avec du coup les implications que ça a sur le début du tome 2. Je suis en mode quoi ? Pourquoi faire ? Enfin, en gros, il y a un des protagonistes qui fait quelque chose et qui le regrette instantanément. Et je suis en mode bah, si c'était pour faire ça, fallait pas le faire. Enfin, si c'était pour le regretter instantanément, genre vraiment, il a fait la chose sur l'instant, 5 minutes après, il a dit j'aurais pas dû. Maintenant c'est trop tard. Mais enfin, j'ai vraiment eu du mal avec ce. Et il y a vraiment, je trouve, les événements, ils tombent vraiment à chaque fois comme un cheveu sur la soupe, on sait pas d'où ils sortent, et d'un seul coup ça apparaît comme ça, et puis il faut faire avec, et on continue l'histoire. Du coup, j'ai l'impression en fait qu'on me force un peu dans ma lecture. Je saurais pas expliquer bien le sentiment que ça m'a créé. Parfois, les auteurs, ils tiennent par la main le lecteur. Là, on me tient pas par la main, on me tire vers l'avant de l'histoire, on me dit allez, avance. Sauf que je trouve que c'est un peu brutal du coup. Et au-delà de ça, en plus, il y a eu, je trouve, un total changement d'ambiance avec la lecture du tome 3, qui, pour le coup, m'a plus plu du coup que les 2 premiers tomes, mais du coup, je suis mitigée sur la série, quoi. J'ai beaucoup aimé le tome 3, j'ai bien aimé sa nouvelle ambiance qui était insufflée, et du coup, les 2 premiers tomes qui m'ont pas beaucoup plu, j'étais un peu en mode, bon, je fais quoi de cette série, du coup ? Donc je pense que je vais quand même me procurer le dernier tome, qui sera du coup le tome 4, qui n'a pas encore été annoncé, je crois, en termes de sortie, pour me faire un avis. Mais si le tome 4 me convainc pas, je pense que je me séparerai de la série. Donc maintenant, j'espère que le tome 4 sera aussi bon que le 3, qui m'a quand même vachement plu, et on verra ce que ça donne. On continue avec ce titre que j'ai enfin lu, il s'agit de Apparently Disillusioned Adventurer Will Save the World, qui est une série qui sera terminée en 6 tomes, qui est actuellement en cours en 3, et il y a le 4e tome qui est déjà sorti, et le 5e qui sort à la fin du mois de février, et si je ne me trompe pas, le dernier tome sortira au mois d'avril. Donc la série devrait bientôt être conclue. C'est un light novel de base, donc j'ai vu sur internet qui disait que le manga était un petit peu rushé comparé au light novel. Moi j'ai pas ressenti ça, je trouve que le rythme du manga est très très bon, sans avoir lu le light novel bien sûr.
On est dans une ambiance très chill, j'aime beaucoup, c'est assez feel good comme lecture, on se laisse clairement porter par le récit, où on a 4 aventuriers qui se sont tous fait virer de leur troupe d'aventuriers respectifs parce que chacun pour des raisons très précises, et du coup ils vont décider de former une nouvelle troupe ensemble, tout en ne se faisant jamais confiance. Ils sont en mode ok, je me suis déjà fait trahir, donc je donne pas ma confiance comme ça. Ils sont en mode ok, ben on a tous des problèmes de confiance, donc ça tombe bien, mettons-nous ensemble et mettons en place des règles très strictes pour que on soit obligé de bien fonctionner. Donc voilà, c'est vraiment le début de l'histoire commence à cette page-là. Et on va les suivre du coup en train de faire des donjons, en train de faire des zones, de faire des quêtes, etc. Et ils vont prendre de plus en plus en expérience ensemble. On va se rendre compte que finalement ils fonctionnent bien. Alors au début ça met du temps avant qu'ils arrivent à bien fonctionner. J'ai bien aimé justement le fait qu'il y a une sorte de petit délai quand même qui s'adapte les uns aux autres. Et c'est vrai que du coup plus on lit ce manga, plus on est dans une ambiance feel good. Il y a une ambiance très tranche de vie. Ils se forcent pas non plus à être tout le temps ensemble, il y a vraiment des passages où on les voit solo, voire les activités solo qu'ils font. Du coup, c'est un petit côté plaisant vraiment de suivre ces 4 aventuriers différents et tout, de voir leur passé respectif, ce qu'ils sont devenus à cause de ça, etc. C'est cool. Voilà, c'est la seule manière dont je peux résumer ce manga, c'est chill, c'est cool. Laissez-vous porter par cette aventure qui fonctionne très bien. On continue avec Make Up With Mud, qui est une série terminée en 8 tomes, et j'ai lu les 6 premiers. Le 8e n'est pas encore disponible, donc effectivement la série n'est pas encore finie en France. C'est une série où j'y allais un peu à reculons parce que je suis pas très fan de maquillage, c'est pas trop mon truc, etc. Donc j'étais pas sûre d'être touchée par le sujet. Mais en fait, le vrai sujet, c'est techniquement le féminisme, c'est le fait aussi d'arrêter de vouloir plaire juste par le paraître et se plaire à soi-même, que c'est la chose la plus importante, qu'on peut pas vivre avec les autres tant qu'on ne peut pas vivre avec soi-même. Car dans ce titre, on suit Miku, une jeune fille qui va se fiancer avec son copain avec qui elle est depuis 5 ans, je crois. Et un jour, elle va juste changer de maquillage et il va un peu lui faire comprendre de manière vraiment pas cool qu'elle n'a pas intérêt à se maquiller plus que ça, que lui, il veut sa petite Miku toute pure, toute mignonne, avec un maquillage assez doux et délicat, parce que c'est ça qui la correspond et qu'elle n'a pas le droit d'être autre chose. Sauf qu'en même temps, elle va rencontrer Yves, qui est un homme qui aime parfois s'habiller en femme et qui parfois s'habille en homme, et qui est, il n'est pas maquilleur professionnel, mais il est très dans le maquillage, la mode, etc. Et Miku, au contact de Yves, va de plus en plus souvent vouloir un peu s'affirmer, vouloir un peu découvrir des nouvelles choses, ce que son fiancé n'accepte pas du tout. Donc on va suivre un peu comment Miku, comment elle va vivre justement ces 2 points de vue totalement différents qu'elle a par son fiancé et par son nouvel ami qui est Yves. Et du coup, tout au long de la lecture, on va voir comment Miku, en fait, elle évolue, elle se rend compte qu'elle s'enferme de plus en plus dans des cases, qu'elle veut paraître bien pour la société, mais qu'elle n'est pas forcément heureuse en faisant ça. Donc est-ce qu'elle est censée s'affirmer plus, ou est-ce qu'elle veut se contenter de ses petits bonheurs sans être totalement heureuse en se confortant à ce que la société attend d'elle, à ce que son fiancé attend d'elle, à ce que sa famille attend d'elle. Miku a une personnalité très douce, mais également très franche, elle est très dans l'honnêteté, ce qui fait qu'elle est quand même touchante. Et c'est vrai que même si elle a un côté un peu énervant parfois par le fait qu'elle se laisse un peu marcher dessus, et bah au fur et à mesure des tomes, on va comprendre que Miku c'est pas que ça, il y a plus, elle a plus à offrir. Et du coup c'est très intéressant en fait de la voir tout simplement évoluer, et c'est trop plaisant de la suivre dans cette évolution. J'aime également beaucoup parce qu'on a de la nuance qui est apportée par les différents points de vue. On va suivre également le point de vue du fiancé, mais également le point de vue de Yves. Et du coup, en combinant ces 3 points de vue, on arrive à vraiment comprendre les personnages. C'est intéressant, c'est plaisant. J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai que, de prime abord, le fiancé, par exemple, il est détestable au possible. Mais avec son point de vue, il arrive à être un peu plus nuancé. Alors je dis pas que ce qu'il a fait c'est bien, je dis juste qu'on le comprend. Et je trouve ça cool qu'on s'intéresse de prendre le point de vue de ce personnage qui de base est vraiment détestable et se dire ah finalement il a quelque chose à apporter lui aussi. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé dans son ensemble le manga. Il y a quelques moments parfois où les sujets sont traités de manière un peu rapide, j'aurais préféré qu'ils s'attardent un petit peu dessus, mais dans l'ensemble c'est très complet. J'aime beaucoup là où ça va, j'aime beaucoup les décisions que Miku prend au fur et à mesure, notamment par rapport à Yves.
J'aime beaucoup l'immaturité d'Yves qui est aussi assez touchante. Donc j'espère que les 2 prochains tomes qui m'attendent me plairont autant. On enchaîne avec ma découverte de Jimbocho Sister et ses 2 premiers tomes. C'est une série qui sur le papier avait tout pour me plaire et effectivement ça m'a bien plu. Je trouve cependant qu'il me manque encore un petit truc pour vraiment que je place cette série dans mes gros coups de cœur. Ce que je trouve assez dommage parce que vraiment je pensais vraiment que cette série j'allais la surkiffer. Même si c'est très positif, hein. À part le petit truc qui manque, comme j'ai dit, il n'y a que du positif à dire sur cette série, où on suit 3 sœurs qui ont des profils très différents, qui vont reprendre la librairie de leur grand-père qui est décédé. On va du coup avoir la sœur aînée qui, elle, continue à travailler dans sa boîte, qui est plutôt une travailleuse acharnée, elle fait de gros horaires, etc. La cadette qui va reprendre la librairie, donc on va suivre sa nouvelle vie, comment elle s'adapte, etc. Comment elle décide de gérer cette librairie également. Et ensuite, on a la Benjamine, qui, elle, est encore en études et qui suit des études d'art, il me semble, qui a une personnalité un peu plus fonceuse, on va dire, que les 2 autres. Dans ce récit, on a une ambiance très chill, on est souvent dans la librairie, qui est du coup une ambiance très reposante, mais j'aime aussi le fait qu'on a des vrais questionnements sur chacune, comment elles veulent vivre leur vie, ce qui est intéressant parce que du coup, on suit toute une palette de personnages différents, mais on ne suit pas que les sœurs, il y a aussi les personnages secondaires qui, je trouve, sont très intéressants également. Et mine de rien, je trouve que notre personnage principal, qui est du coup la sœur cadette, a un profil assez atypique pour un personnage principal, qui fait que moi, je me suis beaucoup identifiée à elle, enfin, je me suis beaucoup attachée à elle, parce que elle va avoir un petit côté réservé, elle va avoir un côté un peu brut de décoffrage qui a tendance à gêner les gens. Je sais pas, je l'ai trouvée hyper attachante comme personnage. Avec son côté censeur et bosseur. Bref, c'est une bonne lecture que je recommande aux gens qui aiment bien le tranche de vie. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'ai trouvé parfois ma lecture un peu longue, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il manquait un petit quelque chose pour que mon attention soit captée du début à la fin. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour la suite de la série qui, je pense, me plaira de plus en plus. J'ai également découvert Studio Cabana, j'ai lu son tome 1 au mois de décembre, j'ai lu ensuite le tome 2 et 3 au mois de janvier, et là j'ai terminé aujourd'hui le tome 4 et 5, qui sont du coup les 5 tomes sortis actuellement de cette série en cours, qui m'a beaucoup plu. Récemment, je me suis un peu lassée des romances lycéennes que je trouvais un peu trop toutes similaires, un peu trop bateau, et celle-là m'a convaincue parce que je trouve qu'elle a un petit truc en plus. Dans le synopsis, on suit Yukari, une lycéenne très sérieuse et banale qui harcèle un peu un de ses camarades de classe qui sèche tout le temps, qui s'appelle Yusuke. Sauf qu'un jour, elle va découvrir que Yusuke est également chanteur dans un groupe et elle va tomber totalement sous le charme de sa voix, de ses paroles, parce qu'il écrit lui-même les paroles. Et du coup, elle va commencer cet amour qui est à sens unique, de manière assez compliquée, parce qu'elle comprend en entendant les paroles des chansons de Yusuke que son cœur est déjà pris. J'ai beaucoup aimé cette œuvre qui déjà est très très belle en termes de dessin, qui propose des pages vraiment sublimes. Je trouve que l'attention qui est donnée surtout au regard est très impressionnante. Et on a un trio, je trouve, de protagonistes qui est assez intéressant. On a tout d'abord Yusuke, ce lycéen qui est assez renfrogné, qui est un peu aigri de la vie, parce que on lui a mis des attentes un peu sur le dos qu'il ne voulait pas avoir, et du coup il a décidé de repousser tout le monde pour plus être déçu et pour plus qu'on attende des choses de lui, qui trouve du réconfort du coup dans sa musique et dans les paroles qu'il écrit. On va voir Yukari, cette adolescente qui est vraiment hyper attachante. Yukari, elle est lumineuse, c'est un vrai soutien pour plein de gens, elle ne sait pas dire non, donc elle se fait tout le temps un peu pigeonner par tout le monde, elle se retrouve à faire des corvées pour tout le monde, mais ça la rend très mignonne, et elle va commencer à s'intéresser à Yusuke, et son objectif aussi c'est de le faire revenir en cours, qu'il recommence une vie un peu normale, parce que ça lui fait de la peine de voir que quelqu'un fonce un peu dans le mur comme ça. Et on a également Haruki, qui est un personnage assez torturé, on sent qu'elle a plein de complexes, qu'il y a des choses qui la minent pas mal. Et c'est vrai qu'au début je la détestais, alors je la déteste toujours, j'ai envie de dire, après la lecture des 5 tomes, mais j'ai bien aimé parce qu'il y a un passage, encore une fois, où on a son point de vue, et je trouve ça très intéressant à chaque fois de voir les points de vue des différents personnages, parce que ça permet de les approfondir, ça permet de tout simplement plus les aimer, de plus les intégrer également au récit. Et surtout, je suis assez surprise de voir du coup les sentiments de Yusuke qui sont clairement un amour à sens unique extrêmement torturé. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir des lycéens qui sont dans un état d'esprit assez dépressif à cause de l'amour. On a plutôt l'habitude d'avoir des petites pâquerettes, des petits cœurs partout, etc. Donc, j'ai trouvé ce point de vue super intéressant.
On est clairement sur des sentiments qui sont extrêmement complexes de la part de Yusuke et de Haruki. Et il y a Yukari qui est là pour un peu adoucir le tout et qui clairement est un personnage très essentiel qui supporte énormément les gens, qui apporte beaucoup de choses aux autres personnes qui l'entourent. Et du coup c'est hyper touchant. Voilà, j'ai adoré cette lecture, je m'attendais vraiment à rien, mais comme j'en avais entendu beaucoup de bien, je m'étais dit ah, faudrait quand même que je teste, et je regrette absolument pas de m'être laissée convaincre par ce titre, qui vaut clairement le coup. Donc si vous aimez les romances, je vous conseille Studio Cabana. Et je termine cette vidéo avec le fameux Radiant, qui était sur ma pile à lire depuis un petit moment. J'arrêtais pas de dire qu'il était dans mes priorités de lecture et qu'il fallait absolument que je m'y mette, mais c'est vrai que j'étais pas très motivée. Quand j'ai commencé Radiant, je ne me suis plus arrêtée. En 3 jours, j'ai lu les 14 tomes. C'est peut-être pas énorme, mais en 3 jours, j'ai lu les 14 tomes. Tous les jours, j'avais ma dose de Radiant et je lisais 5 tomes par 5 tomes. Et honnêtement, au début, ça a été très mitigé. Les 2 premiers tomes ne m'ont pas du tout accroché. J'étais vraiment en mode, qu'est-ce que les gens trouvent à Radiant? Parce que là, les 2 premiers tomes, j'étais en mode, l'univers est cool, mais l'humour, j'étais pas du tout fan de l'humour des 2 premiers tomes qui, je trouve, étaient assez... il volait pas très haut, on va dire, l'humour des 2 premiers tomes, et j'étais vraiment en mode, c'était pas l'humour qui me touchait, c'était pas l'humour qui me faisait rire, du coup j'avais beaucoup de mal. J'arrivais pas non plus au début à m'attacher à Alma ou à Seth. Seth, son côté fonceur, me donnait envie de le frapper, hein, clairement, il n'y avait pas d'autres mots. Mais j'ai persévéré, j'ai continué ma lecture, et à la fin du premier arc, j'ai compris. Je me suis dit, ok, je vois ce que les gens trouvent à Radiant. Je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir, et quand j'ai enchaîné avec l'arc de Sifandir, j'ai été conquise. Et j'ai dit, ok, l'auteur a encore plein de choses à nous proposer. Je suis surtout fan de l'univers. L'univers construit est hyper bien fait. Tout est bien pensé, tout est bien expliqué. On ne se perd jamais dans les explications, c'est tout droit. Franchement, quand t'enchaînes les tomes de Radiant, c'est un pur plaisir. L'univers et le dessin sont clairement enchanteurs et t'invitent à te promener dans ce monde fantastique. Et on a surtout une évolution de dingue. Je suis très fan des personnages principaux qui m'ont vraiment accrochée. Je suis vraiment attachée à eux, je me suis vraiment attachée à eux assez rapidement. Il m'a fallu passer les 2 premiers tomes. Comme j'ai dit, les 2 premiers tomes, j'ai eu du mal. Mais vraiment, à partir du tome 3, c'était vraiment une pure régalade. Je me suis vraiment investie de plus en plus dans l'histoire, dans les personnages, leur passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils se sont développés. Je suis très fan de Mélie, j'adore le personnage de Mélie. Et l'une des raisons pour laquelle je me suis autant attachée, que ce soit à l'univers ou au personnage, c'est parce que l'univers est incroyable, parce qu'on est sur une histoire qui est vraiment page-turner, où tu enchaînes les pages et t'arrives pas à en avoir assez en fait. Et malgré que les tomes soient plutôt fins, c'est très fourni, etc. Donc au final, on les déguste vraiment les tomes. Et la raison aussi pour laquelle c'est autant un page-turner, c'est parce que tous les arcs sont super bien construits. Le rythme, le dynamisme, etc. c'est génial. Enfin franchement, il n'y a rien à jeter dans Radiant. Je trouve que tout a été excellemment réalisé. Donc bravo à Tony Valente pour ce titre, parce que je comprends enfin pourquoi tout le monde dit que c'est le manga français préféré. Parce qu'il y a de quoi, hein, il y a vraiment de quoi. Radiant est ma plus belle découverte, je pense, depuis longtemps. Vraiment, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une série qui m'a mis un peu une claque comme ça. Bref, vous l'aurez compris, c'est un véritable coup de cœur pour moi, je ne peux que vous le recommander. Je pense que vous avez déjà vu aussi mon avis sur les 5 derniers tomes que j'ai fait en marathon lecture. Un sans faute pour moi, pour cette série que je ne peux que vous recommander. Si vous n'avez toujours pas sauté le pas, n'hésitez pas, ça vaut clairement le coup. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est mine de rien moins longue que la précédente qui m'avait pris plus de 2 heures. Là on est sur du 1h30, c'est déjà mieux. En tout cas, comme vous l'avez pu le voir, j'ai fait de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les lectures qui vous intriguent le plus ou quelles lectures vous aimeriez que je fasse prochainement. Je vous lirai avec plaisir. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!